Non de la Toussaint et de Noël pour plus de laïcité, pour ou contre? En vrai, enfin, pourquoi pas, je t'avoue, moi je m'adapterais, mais franchement j'ai pas trop d'avis là-dessus. Si on le change, ça me dérange pas. Je pense que j'appellerais tout le temps ça Noël, parce que j'ai été habitué à appeler ça Noël, et voilà, on a tout en rapport avec Noël, mais je peux comprendre d'un point de vue laïcité que ouais, on va y changer, mais moi je t'avoue, Ça fait ni chaud ni froid, quoi. ni chaud ni froid, je l'appellerais quand même Noël, je pense. Il y a énormément de gens qui bénéficient de l'héritage et qui sont aujourd'hui à la tête d'empires financiers dont ils ont hérité. Donc Alors, il y a pas de... pour connaître les stats, c'est un bon 70% des milliardaires dans le monde se sont faits tout seuls, donc sont partis de zéro sans capital. On parle pas des milliardaires dans le monde, là on parle de la France. D'accord, bah si on prend la France, je les connais pas du coup, vous connaissez? C'est très majoritaire, j'ai pas le chiffre exact. Comme qui par exemple? Comme sortez 3-4 milliardaires par exemple. Bah, tu prends la famille Mullier, tu prends la famille Arnaud, tu prends toutes ces familles-là en fait, tu prends Bolloré, tu as énormément. Moi je connais pas du tout leur histoire, donc du coup toutes ces familles-là c'est héritage. Toutes ces familles-là, ça part de l'héritage. Même si c'est parti quelque part, on est d'accord que c'est une personne qui a pris le risque déjà au début d'investir. Non mais la question de la prise de risque en fait, c'est bien gentil. J'ai mon entreprise, pardon, je prends beaucoup plus de risques que la majorité des gens, donc je gagne beaucoup plus que les gens en général. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai pris les risques que la plupart ne prennent pas. Et c'est le cas pour tous les entrepreneurs. C'est prendre un risque, et donc être récompensé pour le risque qu'on a pris. Mais en fait, cette logique de dire je prends un risque en investissant de l'argent, en réalité, ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Les gens qui travaillent aussi prennent aussi des risques en venant travailler, tu vois. Comme quel risque? On met en danger notre santé, on met en danger, on se rend, les travailleurs qui se mettent sous un patron, ils deviennent dépendants de ce patron, c'est aussi un risque parce que du coup ils sont pas indépendants. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, le risque que tu prends, mais c'est le que patron est obligé de les payer. Il y a un contrat. Le patron est obligé de les payer. Le patron est obligé de les payer, il y a un contrat. En fait, c'est un choix que tu fais. Je suis entrepreneur, j'ai fait le choix de ne pas avoir de patron, donc de dépendre. Tu assumes ton choix. Exactement, mais après, il faut peser le pour et le contre. C'est-à-dire que moi, par exemple, factuellement, je prends plus de risques que les gens. Étant donné que je réinvestis des fois tout mon capital, étant donné que j'ai pas signé de contrat pour avoir un salaire, tout ce qu'ont les employés. Donc, c'est pas les mêmes risques. Tenez-vous bien, 103 agences, 434 opérateurs, 317 organismes consultatifs, 854 au total. Eh bien, combien ça coûte? Entre 80 et 107 milliards d'euros par an. Pourquoi? Pour faire tourner finalement un mini-État dans l'État, peuplé de plus de 400 000 agents. De quoi administrer un petit pays. Mais prenons par exemple le Conseil économique, social et environnemental. Plus de 40 millions d'euros par an pour une maison de retraite dorée pour des personnalités politiques en pré-retraite qui font des rapports que personne ne lit. Autre exemple, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, un nom idem pour l'ADEME, censé piloter la transition écologique connue. Il y a l'Observatoire de la qualité de l'alimentation, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, alors l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, le Conseil supérieur de la prud'homie, le Conseil national des opérations funéraires, la Commission nationale des titres restaurants, celle des professions foraines et circassiennes, le Comité consultatif au Musée national Fernand Léger, la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnelles, l'Observatoire des distorsions, oui c'est son vrai nom je vous promets, la Commission permanente d'œnologie, bon, et puis alors là mon préféré Anthony, le Conseil national du bruit. Ah. Voilà, un organisme payé pour réfléchir. Et voilà, deuxième nuit dans ma voiture. J'avoue que là ça caille bien. Je suis pas couverte au niveau du cou, mais mes couvertures sont prêtes, mes oreillers sont prêts. Au moins ça fera taire quelques mauvaises langues. Parce que jouer avec cette situation-là, ça fait pas partie de moi. Je souhaite ça à personne. À un moment donné, il faut que les Français, en fait, se battent. J'ai envie de dire qu'il faut arrêter de se chercher des excuses parce que si nous-mêmes, on n'ose pas se faire respecter, alors on sera éternellement des serpillères. Mais en tant que Français qui aime son pays, pour ceux d'entre nous qui ne croient pas en Dieu, et en tant que catholique pour ceux qui croient en Dieu, mais notre devoir est de nous lever et de nous battre. On ne peut pas tous admirer les grandes heures de la chevalerie française, les grandes guerres, toutes les étapes glorieuses de l'histoire de France, et nous avoir peur d'une garde à vue ou d'une amende. Moi, il y a des messages aussi qui m'ont bouleversé et qui me parlent beaucoup. Je vais vous donner quelques exemples. Steven, qui travaille chez un concessionnaire dans le sud de la France, m'a dit « On vend quasiment plus de voitures, ce qu'on propose aux gens n'est pas adapté, trop cher, souvent des voitures électriques, les gens n'en veulent pas, les gens ne peuvent pas se les payer. » Il me dit « Moi je sais que je vais faire mon travail. »
Premier constat. Deuxième constat, c'est Seb qui travaille à Douvrin dans un site industriel de Stellantis. Il m'explique que, eh bien, il fabriquait des moteurs thermiques et c'est terminé, ça va se terminer début 2026 et que globalement, il devrait peut-être être reclassé, mais c'est vraiment pas sûr. Et il me dit, moi, ces choix politiques, eh bien, ont gâché ma vie. Et troisième exemple, c'est Pierre qui travaillait chez Imperial Wheels, une fabrique de jantes dans l'Indre, qui m'a dit ben moi de toute façon voilà, aujourd'hui j'ai perdu mon emploi, on me parle d'un PSE, plan de sauvegarde des emplois, sauf qu'on est des centaines des anciens d'Imperial Wheels et on n'a pas de travail. Dans des milieux souvent qui sont ruraux, quand vous avez la fermeture d'une usine, c'est dramatique pour tout le secteur. Ça va impacter des familles, des centaines de familles. Et moi, ça, je le sais, et je peux vous en parler en connaissance de cause avec la fermeture de C8, l'arrêt de Direct Auto, pour une décision de l'Arcom, une décision administrative, politique aussi. Je ne vais pas revenir sur la polémique avec Cyril Hanouna, rien à voir, mais moi, l'Arcom, Greg Galifi, j'ai pas été convoqué, j'ai pas été auditionné, donc ils m'ont pas dit que je faisais mal mon travail. Donc si vous voulez, il y a vraiment, on peut se poser certaines questions par rapport à ces choix politiques qui sont faits, mais qui ont un impact direct sur notre quotidien. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et puis certains vont me dire, mais oui, mais bon, il faut passer à l'électrique, l'automobile ça pollue, le CO2, le réchauffement climatique. Mais les gars, est-ce que vous savez quelle est la première cause de rejet de CO2 dans l'atmosphère? Quelle est la première industrie qui rejette le plus dans l'atmosphère? C'est la fabrication d'électricité. La Chine ouvre cette année une centrale électrique à charbon par semaine. Mais faut se réveiller en fait. On nous met l'épouvantail de la voiture électrique et je ne suis pas contre la voiture électrique, mais réfléchissons et surtout, il faut arrêter d'être silencieux et il faut commencer à prendre des vraies prises de position et c'est ce que je fais. Voilà. La France, à mon avis, n'a rien à faire vis-à-vis de l'Ukraine. D'autant que politiquement, on avait été très engagé à l'époque, après Maïdan, la France avait été très engagée, donc politiquement, ils auraient dû agir à l'époque en anticipant ce qui s'est passé après avec l'invasion de l'Ukraine. Ça, c'est ma vision, hein, je ne peux pas forcément partager. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crains que l'Ukraine et la Russie, cette menace qu'on fait planer sur les esprits français en disant la Russie demain risque de, etc., ça permet de cacher, de dissimuler les autres difficultés que nous avons eues. The criticism of the content, which was basically that, maybe specifically in this political climate, like white people shouldn't joke about genetic superiority. Like that was kind of like the criticism, broadly speaking. And since you are talking about this, I just wanted to give you an opportunity to talk about that specifically. I think that when I have an issue that I want to speak about, people will hear.